El Watan, vous savez, c'est Libération en France. Hein, je ne sais pas si on peut dire centre droit ou centre gauche. El Watan fait le 14 juin un article qui donne comme exemple les pays socialistes qui sont passés à l'économie de marché, et notamment la Pologne et la Hongrie, en disant c'est difficile, ça demande du temps, mais c'est la voie qu'il faut prendre parce que ça donne des résultats. Alors vous voyez, il y a tout un tas de pression pour que ce mouvement débouche sur, disons, plus de démocratie apparente, on pourrait appeler une démocratie de façade. Alors ça me rappelle les 68 heures d'élection que j'ai contre. Une démocratie de façade, une démocratisation, aller plus loin encore que ce qui existe, mais en même temps revenir sur les nationalisations, continuer à privatiser, revenir sur le code du travail. Voilà. Alors, c'est pas joué. C'est pas joué parce que je lisais dans le journal de mes amis Paul, Information ouvrière que j'ai reçue aujourd'hui. Je suis arrêté pour l'humanité, je suis arrêté aussi pour Information ouvrière. Il y a un certain nombre de grèves qui viennent de se déclencher en Algérie, dans les banques, pas simplement chez les magistrats dont on a parlé, mais chez les journalistes, mais également dans les banques, dans l'énergie, à l'EDF, etc. Si bien que la classe ouvrière, qui était un peu absente des manifestations, c'était surtout les couches moyennes qui étaient dans la manifestation. La classe ouvrière organisée entre dans la lutte. Ensuite, il y a des forums partout, ça discute, ça débat dans les écoles, dans les quartiers, partout. Et on ne sait pas où ça va déboucher ce mouvement. Et alors, dernière question, j'arrêterai là. Le gouvernement en place, le gouvernement illégitime, sous pression des Occidentaux, et notamment le Monde qui fait campagne dans ce sens, veut absolument tenir les élections le 12 décembre. Ils veulent à tout prix les tenir. Est-ce qu'elles auront lieu? Je n'en sais rien. Les manifestations sont contre. Les manifestants sont contre. Les manifestants du vendredi et du samedi. Beaucoup de présidents d'APC, de maires, autrement dit, ne veulent pas ouvrir les mairies ce jour-là. Donc, est-ce que les élections auront lieu? Grand point d'interrogation. Si elles ont lieu, est-ce qu'il y aura, quel sera le pourcentage d'électeurs? Ça risque d'être un très très faible pourcentage. Ça veut dire que le président et le israélien ne seraient pas représentatifs et manqueraient d'autorité et intérieurement et à l'extérieur pour défendre les intérêts de l'Algérie. Donc, on en est là avec beaucoup de points d'interrogation. Alors, il y avait une centaine de dossiers qui avaient été retirés de l'autorité qui surveille les élections, une nouvelle autorité qui s'appelle indépendante. Je ne sais pas si elle est indépendante, sur les 100 dossiers, il n'y en a que 22 qui ont été déposés, parce qu'il faut 50 000 signatures pour déposer sa candidature. Et à l'évidence, il n'y en a que 20 qui n'ont réussi, il y en a 20 qui ont été déposés, il n'y en a que 5 qui ont réussi à remplir toutes les conditions et avoir les 50 000 signatures. Ce qui voudrait dire que les candidats n'ont pas réussi à avoir le nombre de signatures, ce qui veut dire qu'effectivement, il y a un rejet de cette élection. Donc, il y a 5 candidats qui sont tous des candidats proches du pouvoir, sur les 5 pour les élections du 12, dont 2 qui émergent, qui sont, disons, les 2 candidats officiels du pouvoir, Ali Benflis, et alors, regardez comment les choses se passent. La haute autorité dite indépendante, qui a été mise en place pour surveiller les élections, est présidée par un ami intime. Le pouvoir en place a mis un ami intime d'Ali Benflis pour présider cette commission à l'AIE. L'ami intime de Benflis. Favorisé. Par contre, il y a également un autre candidat, ils ont 2 fers au feu, qui est Tebboune, un ancien Premier ministre qui avait été viré parce qu'il ne faisait pas partie du clan de Bouteflika. Et lui, c'est le candidat de l'armée, le candidat de Gaïd
Est-ce que les élections seront lieu? Alors, dernier mot, c'est vraiment le dernier, je jure. L'armée est divisée. Elle est divisée parce que c'est encore une armée de conscription en Algérie. Il y a encore le service militaire de 12 mois. Bouteflika l'a réduit, mais il y a encore 12 mois de service militaire. Donc c'est une armée qui a des liens avec le peuple et qui ne se sent pas de se dresser contre le peuple. Même si Gaël Salah en a la volonté. Alors, on peut supposer que l'armée va vouloir continuer à jouer un rôle dans la coulisse, mais il n'est pas évident, enfin c'est toujours bien, il n'est pas évident qu'elle prenne le pouvoir elle-même directement. Quant aux islamistes, ils sont vraiment sur le recul, les islamistes. Et pour l'instant, leur idée, eux, c'est de soutenir Belfis. Il n'est pas de se mettre en première ligne. Il y a un candidat islamiste, qui est un candidat de seconde zone, les responsables de l'islam politique, de l'esprit, Macri, en l'occurrence, il n'est pas candidat. Donc, si vous voulez, j'en termine par là, et cette fois c'est fini. Beaucoup de points d'interrogation sur l'avenir. Un mouvement très fort qui ne se démobilise pas. Donc, tout est ouvert. Sur quoi ça va déboucher, on n'en sait rien. Dernier mot, des arrestations pour le freiner, et parmi ces arrestations, Louisa Alloy, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, qui a été condamnée à 15 mois de prison. 15 ans. 15 ans de prison pour entente, pour démoralisation de l'armée. Et contestation du régime. Et contestation du régime. Voilà. Donc, je suis très engagé, n'étant pas trotskiste, pour la libération de Louisa Alloy, qui est le dirigeant trotskiste du parti. Voilà, j'en ai terminé, chers amis. En vous priant, mais c'est long. Merci beaucoup de ces éclairages sur la situation particulière de l'Algérie, qui est particulière, néanmoins avec un petit bémol, parce que j'ai l'impression, sous votre éclairage, vous me corrigerez si je me trompe, que la situation algérienne, aussi bien au lendemain de son indépendance que ce qu'elle a vécu à partir des années 80, ressemble fort à la situation de l'ensemble des pays d'Afrique et plus généralement les pays qu'on a qualifiés de la ligne de front, c'est-à-dire tous ces pays qui, après donc leur indépendance, avaient choisi la voie du socialisme et avaient continué de soutenir les mouvements d'indépendance. Effectivement, l'Algérie donc essaye d'appliquer un socialisme en se basant sur le socialisme, comme en Tanzanie, Julius Nyerere à l'époque parlait de socialisme africain. Donc chacun des pays socialistes a essayé d'appliquer un socialisme original. On l'a vu aussi en Chine. Néanmoins, quand on va à partir des années 80, que l'Algérie, avec Bouteflika notamment, vire un petit peu vers le capitalisme, je me demande, un peu beaucoup, je me demande quelle a été l'influence des organisations donc, comme la Banque mondiale et les FMI, parce que ça a été le cas avec cette politique de l'ajustement structurel qui a encouragé aux privatisations, et toutes les privatisations ont échoué. Les chômages se sont aggravés. Et aussi, je ne sais pas si vous l'avez volontairement su, mais quand même, il y a eu une arabisation forcenée en Algérie, accompagnée d'un enseignement d'un islam assez maladroitement fait, si je peux me permettre. On a vu pas mal de manifestations donc, de la part des Berbères pour revendiquer donc, la réussite effectivement de leur lutte aussi. Aujourd'hui, on enseigne le Berbère, si le drapeau berbère est reconnu, c'est à féliciter. J'aimerais moi comprendre quel est le poids donc de ces organisations de Bretton Woods et l'influence qu'il y a eu après, parce que après on se retrouve avec la situation malienne avec l'islamisme et l'islamisme qui sont venus se retrouver. On prend plusieurs questions. Oui. On peut faire
merci pour cet éclairage très précis. Il me semble quand même que toute la période d'Algérie a connu une période de grande sécurité sur le plan international. Tous les pays autour se sont trouvés dans des situations pas possibles. Il y a beaucoup de structures de déstabilisation qui existent. On se pose toujours la question de savoir si c'est tel terme ou s'il y a aussi d'ailleurs des possibilités d'ingérence. Je sais qu'il y avait eu un attentat qui était vraiment de déstabilisation en Mali. En même temps, il y avait une attentat sur une zone Oui, voilà. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ça? Parce que beaucoup de situations aujourd'hui se passent par des formes de déstabilisation très puissantes, avec même si on prend le cas de l'Amérique latine, quelque chose de mieux. Vraiment, ce sont des volontés délibérées pour amener à des situations qui sont bien moins folles qu'antérieurement. Le printemps arabe, si on parle du printemps arabe, on parle de l'autre côté, il y a le risque, dont on n'a pas pu parler, et on en parle tout à l'heure, le risque vraiment avec Hassan Hassan, qui sont vraiment pour l'arrestation en Maroc. Merci tout d'abord à l'orateur d'être revenu sur des éléments historiques. Je pense qu'il y a des choses sur lesquelles on pourrait discuter. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on discute surtout de ce qui s'est passé dans les derniers mois en Algérie. Je suis militant au Parti ouvrier indépendant et démocratique et on a des camarades en Algérie qui nous donnent souvent des informations qu'on publie d'ailleurs dans notre journal aussi. Et ça me semblerait important qu'on parle des mots d'ordre qui sont dégagés dans la masse, dans les manifestations et des perspectives politiques. C'est vrai qu'il faut regarder en arrière pour comprendre la situation, je suis entièrement d'accord. L'Algérie, même si la population algérienne s'est considérablement transformée depuis la révolution algérienne, elle est intimement liée à cette révolution algérienne, qui a commencé en 1954. Il faut se rendre compte quand même que la population de l'Algérie est passée de 11,5 millions en 1962 à environ 42 millions aujourd'hui. C'est colossal, je veux dire, c'est une explosion démographique. Donc la jeunesse, elle s'explique par ce développement de la population après la révolution algérienne. C'est ça, comme disait Karl Liebknecht, la jeunesse est la flamme de la révolution, et je pense que la structure démographique de l'Algérie n'est pas pour rien dans ce qui se passe aujourd'hui. Ceci dit, il y a une continuité. Notre camarade Ben Tayeb, dans un récent article qu'il nous a transmis, fait le parallèle entre le 1er novembre 1954 et le 1er novembre 2019. Je veux dire, la nation algérienne, elle s'est constituée. Je suis ancien prof d'histoire et j'avais étudié la question quand j'étais en fac, il n'y a pas si longtemps. De toute façon, la nation algérienne, elle s'est constituée dans le combat contre l'impérialisme français. C'est quelque chose de très très important, à mon avis, à comprendre. Et aujourd'hui, il ne peut pas être question pour la population algérienne, les travailleurs algériens, d'être de subir une quelconque ingérence. Il y a une volonté farouche de se prendre en main. Et moi, ce que j'aimerais, ce que je pense qu'il serait intéressant qu'on discute, et peut-être que vous avez des éléments à nous donner là-dessus, c'est qu'on discute du mot d'ordre comme système dégage. Système dégage, c'est un des mots d'ordre centraux des manifestations, et le mot d'ordre d'assemblée constituante. L'assemblée constituante souveraine qui est en perspective en Algérie, à mon avis, c'est fondamental. Et à mon avis, c'est très différent du processus constituant dont il est question dans un pacte signé par X partis en Algérie, c'est la nation. On prend d'autres questions, puis après, tu répondras après. Bonsoir. Permettez-moi d'abord de remercier les initiateurs de cette rencontre, les amis de l'UMA, parce que je suis algérien. Et je voulais participer un peu
au débat et à l'éclairage de ce qui a été avancé par notre ami sur un peu la philosophie globale, qu'est-ce qui nous a amené à cet événement. Bon, en gros, je partage comme je ne partage pas, mais on s'en fout. Pour nous, Bouteflika, c'est du passé. Pour la simple raison que Bouteflika, il a créé, il a fabriqué une situation de non-retour de l'économie de bazar. C'est même pas l'économie capitaliste, mais c'est l'économie de bazar, basée principalement sur, si vous voulez, l'import-import, on l'appelle en Algérie, aucune industrialisation. Et vous avez parlé tout à l'heure qu'il a nationalisé Mittal, pas du tout. Et on a fait un cadeau à Mittal, il a acheté Hadjar à 400 millions de dollars avec le minerai, c'est-à-dire la matière première. Il a été racheté à 1 milliard de dollars en 3 ans. Voilà la corruption. Ce n'est pas une histoire de nationalisation. Sans dernier souci, Bouteflika et son système, je ne parle pas de lui en tant qu'individu. Il faut dire aussi que Bouteflika a bénéficié de 1000 milliards reconnus par Bouteflika lui-même, parce que pour les Algériens, on doit avoisiner 1800 milliards de dollars. Vous imaginez que les experts de l'ONU, en faisant une évaluation de la construction de la Syrie, je dis bien de la Syrie, avec tous les monuments historiques dont dispose la Syrie, ils ont évalué à 100 milliards de dollars la reconstruction de la Syrie. Et vous imaginez un pays qui a 1000 milliards de dollars, ce n'est pas du social qu'il a fait, c'est l'argent du peuple. Et qu'il a détourné avec ses complices. Il a créé une mafia autour de lui. Et c'est pour ça que le peuple parle de rupture avec le système. Et c'est pour ça que le mouvement est horizontal. Il n'y a pas de verticalité dans ce mouvement. Il est globalement horizontal, que les partis politiques participent, oui, à l'exclusion de tous ceux qui ont contribué à l'émanation du système du bouteflikaisme. Ceux-là sont exclus, ils sont rejetés. Ils ne peuvent même pas se montrer, y compris le fils. Il ne peut même pas aller rencontrer. La dernière fois, il a été chassé d'un restaurant. Voilà les candidats du système. Donc, pour en revenir, le peuple algérien aujourd'hui a besoin tout simplement de solidarité des peuples. Parce que les Occidentaux, à l'exclusion récemment du Canada, à travers son ambassadeur, qui était une femme, le seul, et à Alger, l'ambassadrice à Alger, qui a 4 jours, a déclaré solennellement le soutien du Canada au mouvement populaire. Le seul pays, c'est le Canada aujourd'hui, grâce à l'opinion canadienne, qui a gelé tous les avoirs de la famille de Bouteflika et sa clique. En Suisse, on vient de geler les avoirs de Bouteflika, qui sont estimés à plus de 200 milliards de dollars. C'est-à-dire 2 fois la construction de la Syrie, pour vous donner un niveau de grandeur de ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, nous sommes devant une situation, effectivement le peuple au début est sorti pour sa dignité. C'était indigne d'avoir un vieillard accroupi, qu'on savait qu'il ne gouvernait pas depuis 2014, que toute cette clique qui l'entoure, d'où Louisa Hanoun. Pourquoi Louisa Hanoun? Louisa Hanoun a dénoncé en 2016, quand Bouteflika était sous les rêves, elle a dénoncé la dénationalisation de Sonatrach, qui est en cours actuellement. C'est la seule richesse dont dispose l'Algérie. C'est son pétrole et son gaz. Donc moi je pense que l'idée que nous souhaitons qu'il y ait un mouvement de solidarité, il commence à se structurer. Il y a 2 jours, autrement samedi passé, à Paris, il y a une rencontre de toute la gauche française, de tous les intellectuels, les exporteurs de valises, tous les amis de l'Algérie se sont réunis récemment à Paris pour apporter le soutien aux manifestants. Quant au futur, pendant une minute, parce que vous l'éclairage. Quant au futur, le futur, on veut le construire nous-mêmes sans le système. C'est composé avec le système, c'est s'autodéterminer. Donc aujourd'hui, on est dans une position radicale, à savoir que le système dégage qui nous laisse nous organiser. Comment s'organiser? Il y a plusieurs hypothèses, que tout le monde globalement dans la rue
c'est vrai que la moyenne des manifestants, la plus basse est de 10 millions de manifestants, la plus haute a atteint, le 1er novembre passé, 27 millions de manifestants. C'est-à-dire supérieur au corps électoral qui est de 20 millions. Et je vous remercie. Je réponds. Ok, autre question, non? Non, il y a des autres, monsieur. Tu veux, Oui. Voilà, très rapide. À partir du moment où, effectivement, on voit bien qu'il y a une volonté majoritaire de renverser le système qui a fait beaucoup de mal à l'Algérie, donc il y a une corruption. Mais est-ce que c'est une perspective? Est-ce qu'on fait après? Et est-ce qu'au bout du compte, on voit bien la Tunisie, c'est encore les islamistes parce que, avec, disons, l'option sociale du terrain, parce qu'ils représentent une instabilité qui remporte la vie, et donc on n'a pas de bouger, il n'y a pas d'alternative crédible. Et voilà, donc c'est une question que je me pose, j'espère que non. Je vais commencer par la fin. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que, en mettant en prison les corrompus, en changeant les têtes, ça va changer le politique. Et à mon avis, c'est ça le risque. Parce que ce n'est pas un problème de défi, pas un problème de personnes qui seraient plus corrompues que d'autres. C'est un système qui est un enjeu. C'est le système capitaliste de recherche du profit. Et tant qu'on ne mettra pas en cause ça, il continuera à y avoir de la corruption. Si on ne voit pas ça, on va changer, ils vont changer les hommes. D'ailleurs, ils sont très astucieux, le pouvoir à l'heure actuelle. Il est isolé, il est quand même pas bête. Il a mis en prison un certain nombre de dirigeants d'entreprises, Red Hat, le plus grand importateur, Haddad, le patron des patrons, le modèle. Mais ils vont mettre à la place d'autres hommes sans changer le système d'exploitation par l'homme, le système capitaliste de recherche du profit maximum à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'on change les hommes, mais on ne change pas la nature du régime. C'est ça leur actuel terrorisme. Et ça, dans le débat, moi j'ai participé, je vous ai dit, aux manifestations, ça reste encore beaucoup trop un problème d'hommes. Beaucoup pensent qu'en changeant quelques hommes, on va changer les choses. Non, c'est tout le système qu'il faut changer. Alors, je vous ai dit, c'est pas fait, rien n'est joué, parce que ça discute tellement que les consciences mûrissent dans les luttes. Au départ, c'était que contre le départ de Bouteflika, que contre le cinquième mandat. Maintenant, ils mettent en cause le système, comme ils disent. Mais pas le régime capitaliste, ils disent le système, vous voyez, dans le vague, comme ça, dans le flou. Mais comme ça discute, les idées progressent, ça peut avancer. Alors, manipulation. Je l'ai dit, hein, il y a les manipulations, des groupes, comme on a dit, il y en a qui au sein comme ça, il y a les groupes de l'extérieur, il y a les ambassades qui travaillent. Il y a un ancien agent du renseignement français qui, lui, a fait un article pour dire que le grand mouvement, l'Irak, en cours, avait été suscité par l'Occident. Je ne le pense pas. Je pense que le mouvement en cours est vraiment une révolte des Algériens eux-mêmes. Mais sur cette révolte, les Occidentaux et l'oligarchie intérieure travaillent pour orienter le mouvement dans un sens de leurs intérêts. Ça, oui. Ceci étant, encore une fois, c'est pas joué. Pour une autre raison que l'un de vous a évoquée, je ne sais pas exactement qui, je suis très frappé, moi, dans la manifestation, qu'ils se réclament des idéaux du 1er novembre 54.
Ils exaltent, ils ont applaudi Jean-Yann Bouilleret quand elle a participé. Ils ont applaudi Ali Lapointe, qui était le chef militaire de la Casbah pendant la bataille d'Alger. Ça veut dire que le souvenir de la révolution de 1954 est très présent, avec tout le contenu social qui est arrivé dans ce. Donc, encore une fois, c'est un jeu. Alors, risque de l'extérieur, je ne crois pas non plus qu'il y ait un risque d'intervention étrangère. Alors, selon comment les choses vont évoluer, peut-être que ça fera mentir, mais dans l'état actuel des choses, je ne pense pas, pour deux raisons. Contrairement à la Tunisie et contrairement à l'Égypte, l'armée algérienne, on en pense ce que l'on veut, l'armée algérienne est une armée indépendante, elle n'est pas financée par les Occidentaux, contrairement aux armées tunisiennes et égyptiennes. Et non seulement elle n'est pas financée par les Occidentaux, mais même ces 30 dernières années, ils ont développé une industrie militaire pour avoir leurs propres équipements, leurs propres armements, y compris d'ailleurs sous licence étrangère, mais avec mais pas dépendant d'étrangers, en ayant remis leur main des licences étrangères. Donc il y a une armée indépendante, une armée qui est nombreuse, c'est la première armée d'Afrique, la 17e du monde. Une armée qui est bien équipée. Je suis allé dans le sud avec une de mes petites filles. Je suis fou d'aller à la frontière libyenne avec ma petite fille. J'y allais en toute tranquillité parce que maintenant cette armée est équipée d'avions, de drones, et ils surveillent la frontière, 6400 km de frontière. Ils surveillent la frontière. Vraiment une armée très équipée, très entraînée aussi physiquement, parce qu'ils ont bien lutté contre les djihadistes pendant une dizaine d'années. Et l'autre, c'est plus subjectif. Les amis algériens vont me comprendre. Les Algériens aiment se moquer d'eux-mêmes. Ils aiment se critiquer. Ils ont une capacité d'autodérision qui est absolument fabuleuse. Mais si vous vous amusez vous-même à les critiquer, les mêmes qui, à 2 minutes, se moquaient d'eux-mêmes, vont vous rentrer dedans parce que la réaction patriotique prime sur tout le reste. Il y a un sentiment patriotique très très fort en Algérie, très très fort. Et si une armée occidentale voulait se fronter à ça, elle se heurterait à tout le peuple algérien qui, malgré ses divisions, se dresserait tout entier pour défendre son territoire. Je dis ça parce que il y en a dans les états-majors occidentaux qui rêvent, qui en rêvent quand même. Savez-vous qu'il y a dans le sud de l'Espagne une base militaire américaine qui a été installée avec comme objectif précisément d'intervenir au Maghreb, et précisément ils sont mis au sud de l'Espagne parce que c'était proche du Maroc et de l'Algérie. Et savez-vous que les troupes de marine qui sont stationnées ou qui viennent dans cette base dans le sud de l'Espagne viennent s'entraîner au camp des Garrigues à Nîmes? Ça, Macron ne le dira pas. Ni Sarkozy avant lui, ni Hollande. Donc, il y a des plans qui existent, hein, mais à mon avis, n'osons pas, ils se casseraient les dents. Alors, dernière chose, j'en reviens encore à la colère de notre ami là-bas du fond. Je comprends sa colère. Mais vous voyez, il ne suffira pas de changer d'homme pour changer de politique en Algérie. Il faut changer véritablement le système. J'allais dire, il faudrait presque en revenir au socialisme de Boumedienne, mais avec le pluralisme des partis, quoi. Autrement dit, un vrai socialisme. Une parenthèse.